Merci pour ces deux exposés passionnants. Il y a une question que vous n'avez guère abordée tous les deux et qu'on se pose en vous écoutant. Quelle est la sociologie de ces questions-là? C'est-à-dire que on a parlé de sites, on a parlé de la différence entre le circuit central et le circuit des fake news, mais comment caractériser qu'est-ce qu'on sait sociologiquement sur ceux qui appartiennent, je dirais, au circuit central et ceux qui, même les termes eux-mêmes sont déjà parlants, hein, et ceux qui appartiennent au circuit des fake news. Parce que j'étais frappé du fait que vous donnez beaucoup d'éléments chiffrés et beaucoup d'informations sur ces différents circuits. Vous donnez beaucoup d'informations aussi sur le nombre de vues sur les sites, mais sur les populations. Qui sont les gens qui appartiennent à ces différents circuits? Qu'est-ce qu'on sait, Dominique? C'est le problème des gens qui font de la sociologie du numérique, hein. C'est qu'on manque de ces informations cruciales, absolument cruciales sur les publics. Alors on a quand même quelques éléments d'information moi j'ai pas eu le temps de donner. Dans le circuit central, qui est assez lié à la haute visibilité sur Twitter, etc., là on le sait par des études, je pense notamment à celle de Julien Baudaillan, qu'on a affaire à des publics centraux, et donc ils sont très intégrés socialement, très diplômés, très engagés politiquement, et que du coup les querelles, d'ailleurs politiques, fake ou pas fake, sur Twitter sont des querelles entre convaincus, qui ne déplacent pas une voix en fait, hein, en réalité, hein, et avec des populations qui ont un niveau de compétence politique et un niveau culturel très élevé, très très supérieur à la moyenne. Twitter, c'est Twitter qui parle de politique et d'information, c'est 6 à 7% des Français. Et on le sait, c'est les élites politiques, journalistiques, et puis toute une série de populations qui progressivement descendent de ces publics. Dans les publics dont a parlé Romain, mais je vais les laisser répondre, moi il me semble qu'il y a une différence nette à marquer entre des publics très politisés, des pages Facebook, la gauche m'a tué, etc., qui sont importants, mais sur lesquels la qualification politique, la sociologique, est plus difficile à faire. Et puis les fameux sites de santé dont on a commencé à débattre, mais je pense qu'on en redébattra plus cet après-midi, qui sont quand même en fait dominants dans les flux énormes et massifs de partage, dont là on sait en revanche qu'on a affaire à des publics populaires, beaucoup moins diplômés, à de la petite conversation, dans lequel effectivement les contrôles sociaux des conversations ou des autres personnes présentes dans les réseaux sont moins fortes, et que là, on a un vrai effet de stratification sociale, sans doute, dans la circulation de ces informations. Romain, sur ce point-là? Oui, alors je suis d'accord pour dire qu'effectivement, quand on travaille sur le numérique, c'est vraiment la grosse difficulté d'avoir des données sociologiques et démographiques sur qui sont les gens qui participent. Sur la question des fausses informations, il y a cette étude dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en cours de Coralie Le Caroff et Mathieu Foulot. Alors, ils pourraient en parler mieux que moi, mais qui tendait à montrer qu'il y avait, dans ceux qui partageaient exclusivement des fausses informations, un point commun qui était celle du déclassement, quelque part. C'est-à-dire des individus qui avaient une profession ou qui ne correspondait pas à leur niveau d'études et qui nourrissaient une certaine aigreur par rapport à des échecs professionnels ou dans leur vie. Il y avait quand même cette espèce de parcours qu'on retrouvait beaucoup. Emmanuel Taïeb, me semble-t-il, avait fait une étude qui montrait des éléments assez similaires, mais ça c'est pour leur carrière, leur parcours professionnel. Après, sur qui ils sont sociologiquement parlant, effectivement, on n'a pas vraiment d'informations à ce sujet. Parce que c'est quand même une question absolument décisive. Pour éclairer aussi un certain nombre de chiffres, je suis, comme un certain nombre de personnes ici, assez ignorant de ces faits, mais les comptes Facebook et les comptes Twitter, ça représente combien en termes par rapport à la population française? Oui, Facebook, on est autour de 40 millions, je crois, hein, en France. 37, d'accord. Donc c'est plus d'un Français sur deux. Ouais. Et Twitter? C'est beaucoup moins. Twitter, c'est 11% des Français. Mais l'usage de Twitter a
beaucoup d'usages, comme Facebook a plein d'usages, l'information sur Facebook ne circule, des liens vers des sites d'information ne concernent que 30 à 35% des comptes Facebook. Le reste, c'est de la conversation ordinaire, de la musique, des blagues, etc., des proverbes, mais il n'y a jamais d'actualité ou d'information. Twitter, on est, je crois, à 11%, et ceux qui font partager de l'information entre 6 et 8, je crois que c'est plutôt 6 en France et 8 aux États-Unis. Ça veut dire que si on fait la différence entre le nombre de comptes Facebook, Twitter, qui est notable, et qu'on regarde à l'intérieur de chacun des blocs ce qui concerne, je dirais, de la conversation politique, c'est des chiffres qui restent modestes tout de même. Oui, effectivement. Alors, je pense que, comme le disait Dominique, Twitter et Facebook ont des sociologies très différentes, avec un public très éduqué sur Twitter, avec une surreprésentation des urbains, des jeunes. Ça parle beaucoup plus d'actualité, alors que sur Facebook, on est sur une composition sociologique qui est plus proche de la sociologie de la population française, avec quand même une sous-représentation des seniors, où justement les discussions politiques ne sont pas majoritaires. Et une chose qui est frappante aussi dans ce que vous avez dit, des chiffres qui sûrement étaient inconnus pour un grand nombre d'entre nous, c'est par exemple le nombre de personnes qui consultent des sites comme Santé Mac+. Moi, je suis frappé du fait qu'au fond, l'information que l'on a sur ce monde Internet, en écoutant vos exposés, moi j'ai appris énormément de choses que je ne lis pas dans ces fameux médias centraux que vous dites et qui me semblent très importants. Et alors, comment expliquez-vous aussi le fait que sur ces sites, puisque Santé Mac+ apparaît aussi extraordinaire, comment se fait-il qu'il y ait aussi peu sur ces sites d'intervention je dirais, de militants médicaux qui soient là pour faire un peu la garde et dire, là vous parliez sur certains sites de ceux qui disent mais non, tout ça c'est des bobards. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de militants sur ces sites-là? De militants de la vérité, si je peux employer cette expression. Oui, mais moi je pense que c'est une très bonne réflexion, parce que il me semble un des enjeux, parce qu'on l'a peu dit finalement, parce qu'il y a un effet des sites de fact-checking sur le circuit central de l'information et sur des répercussions dans un certain nombre de conversations politisées. Mais en revanche, les sites de fact-checking, et ça, on a aussi beaucoup d'enquêtes américaines là, qui le montrent, ils ont très peu d'effets sur les publics qui sont les plus sensibles à la diffusion et au partage de ces informations. Et là, vraiment, il n'y a pas d'effet. Et du coup, on pourrait se dire que dans le fameux, dans ce que moi j'appelle le deuxième circuit, celui de ces conversations où on clique pour organiser la conversation, la rumeur, fabriquer l'identité, faire rire, débattre, etc. C'est d'une certaine manière le lieu que les débunkers devraient investir pour aller régulièrement mettre en cause et en doute un certain nombre de ces informations, parce que là, on va en parler sans doute, mais c'est la santé et la science qui est en jeu. Ces articles sont produits toujours, c'est toujours très frappant, c'est des articles qui commencent toujours par... Dans une recherche, on a montré, et donc ils prennent un article du Journal of Medicine, et ils en tirent à peu près n'importe quoi pour dire qu'il vaut mieux se coucher sur le côté gauche pour soigner son cancer. Et la manière dont ces informations arrivent organise après effectivement des contre-réponses qui viennent des individus dans les conversations nombreuses qui sont présents, mais que sans doute une présence plus forte du corps médical, de scientifique, etc., comme ça avait lieu dans des espaces qui étaient beaucoup moins massifiés, qui étaient ceux des forums de Doctissimo, serait sans doute nécessaire pour qu'une autorégulation plus forte puisse venir nourrir la contradiction dans ces espaces. Là, le manque de contradiction vient tout simplement du fait que beaucoup ignorent même l'existence de ce site et son importance. En termes sociologiques, une question tout de même. De façon très modeste à la vie des idées, nous avons, nous, un compte Facebook, nous avons des abonnés à notre newsletter et nous avons bien sûr des personnes qui viennent sur le site. Eh bien, Google nous a donné des indications sur la sociologie de notre public. C'est-à-dire que Google sait que les gens qui regardent notre site, La Vie des idées, sont des gens alors
ils les profilent. Ils les profilent parce qu'ils savent que ces gens-là regardent en même temps les sites de tels journaux, qui s'intéressent à tel type de musique, etc. Et donc, par exemple, nous savons quel est le pourcentage de nos visiteurs qui ont entre 18 et 25 ans, entre 25 et 35 ans. Et cela, évidemment, personne ne le dit statistiquement, mais le profilage de Google permet de savoir ce que sont ces visiteurs. Donc, là, on voit qu'une possibilité, Google, c'est un profilage généralisé, puisque grâce à ce profilage, ils font de la publicité, etc., etc. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait, par ce biais, arriver sociologiquement à en savoir un petit peu plus. Comment vous voyez la question? C'est parce que vous êtes ennemi de ce profilage que vous ne voulez pas mesurer? Non, non, mais je suis sceptique sur sa qualité, hein. Il faut faire toujours très attention avec ces affaires de big data et de prédiction. Donc, c'est vraiment un score prédictif fait sur des traces de navigation. Le profilage des Google Analytics est bon pour la géographie, parce que ça, c'est assez facile à identifier. Après, il fait des prédictions sur l'âge qui peuvent être correctes, mais dès qu'on entre dans des choses plus fines, il est quand même très incertain. Facebook offre, en revanche, parce que là, les utilisateurs ont donné beaucoup d'informations aux propriétaires des pages Facebook, une statistique beaucoup plus correcte, même s'il a aussi très imparfaite, de ces publics. Mais c'est vrai que ça offre au moins un début de connaissance sur les publics. Mais ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, Google comme Facebook détiennent des données très précises sur la sociologie de leurs utilisateurs qu'ils ne rendent pas publiques, puisque justement c'est la matière la ressource de leur modèle économique. Mais pour des chercheurs, ce serait passionnant d'y avoir accès, oui. Ben, ils le vendent. Parce que, par exemple, Ils le vendent, par exemple, Twitter vend aux personnes concernées toutes les indications sur un film qui vient de sortir. Par exemple, Twitter peut dire à une compagnie de production de cinéma, voilà ce qui se dit sur Twitter sur votre film qui vient de sortir et les échanges qui se font à ce propos-là. Et qui a information qui a une valeur très forte, disons, pour ces gens-là. Et là, ils le vendent, ces choses-là. Donc, il faudrait donner un peu plus d'argent aux sociologues pour qu'ils achètent les informations. Je peux faire une parenthèse, mais on sort du débat, parce que moi, plutôt mes recherches sur les algorithmes. Actuellement, les grandes plateformes abandonnent cette idée d'une segmentation catégorielle des populations telle que la sociologie, la démographie, l'économie, le marketing aimaient identifier et stabiliser des populations. Et aujourd'hui, la plupart des données sur lesquelles ils font de la prédiction, et ils la vendent aussi au marché publicitaire, et sont des données comportementales de traces de navigation qui essayent de saisir en fait une identité qui est changeante, qui n'appartient plus à des segments fixes tels que nous aimerions les définir et à partir desquels nous interprétons la société. Mais de plus en plus, c'est un profil oscillant de comportement qui est calculé sur les individus et pour lequel leurs informations permettent d'établir des modèles beaucoup plus stables en fait que nos segments habituels. Mais donc, ça veut dire d'un certain point de vue que ça conduit à redéfinir aussi la façon dont on analyse sociologiquement la société. Si je vous suis, c'est dire simplement, il ne faut pas simplement s'intéresser à la société en disant, voilà, il y a des gens de telles conditions sociales, de tel âge, de tel territoire, bien sûr, tout ça, c'est facile, mais que ce que vous appelez ces choses plus changeantes, c'est-à-dire qu'on va définir on va définir la société en tenant compte, en plus de ces variables classiques, je ne sais pas, de communauté d'émotions, de formes de partage de rejet, de sensibilité. À un moment, vous savez, en sociologie, il y a eu dans les années 60 tout un courant de sociologie, notamment développé par les sociétés de marketing concernant les styles de vie, en disant c'est pas simplement ce qui compte les caractéristiques d'argent ou d'âge, mais les styles de vie. Et bien d'un certain point de vue, est-ce que là, on n'est pas conduit à enrichir en quelque sorte les catégories sociologiques pour comprendre ces phénomènes? Et donc ça peut avoir des conséquences très, très importantes pour notre compréhension générale de la société. Ouais. Ben, là c'est un débat sur les transformations des manières de cadrer, de faire tableau de la société et de la représenter. On l'a beaucoup représenté, me semble-t-il, à travers
justement les travaux des démographes, des sociologues, et même le marketing des styles de vie était une représentation plus colorée, on pourrait dire, de catégories sociodémographiques traditionnelles et complexifiées. Le tournant des calculs numériques et des calculs de traces et du ciblage, c'est celui d'une personnalisation comportementale. Et l'argument central aujourd'hui de ces plateformes est de dire on ne peut pas, finalement, d'une certaine manière, ce qu'on raconte les gens sur Facebook ou sur Twitter, on ne peut pas leur faire confiance. Ils produisent des représentations, des projets, des désirs, ils disent des choses, mais ce qui va compter, c'est la trace du clic, le déplacement et la suite de navigation, dans l'idée que les comportements étant modifiés par les contextes, il faut arriver à attraper les gens, parce qu'il s'agit toujours d'attraper leur attention, il faut les attraper par la variété des situations contextuelles dans lesquelles ils sont trouvés, et ça, seul le comportement le donne, et pas leur représentation. Et donc, c'est cette nouvelle image de la société qui essaye d'être capturée, en tout cas par les tenants des big data. Ça, je tiens quand même à signaler que ça ne marche pas toujours très, très bien. Hein, voilà. D'accord. Enfin, c'est intéressant de voir qu'il y a une question sous-jacente qui est vraiment intéressante. Un autre point, j'ai été frappé dans vos deux exposés par la place qu'occupe dans le deuxième circuit, hein, disons, pour reprendre votre expression, la défiance. C'est-à-dire que ce ne sont pas tant des valeurs positives, mais que des défiances qui construisent des opinions. Ça, le fait de le constater, ça va très loin. Parce que cela veut dire que la réponse à apporter à certains de ces problèmes, elle est de l'ordre de la reconstruction de la confiance, plus simplement que de l'opposition, je dirais, que de la déconstruction à la décodex, quoi. Décodex est bon si on est dans un univers des preuves rationnelles, mais si on est un univers de la défiance, décodex ne sert absolument à rien. Et à ce moment-là, la conviction est inébranlable. Alors, en fait, face à ce phénomène des fausses informations, des fake news, il y a des réponses à court, moyen et long terme. Effectivement, moi, je suis convaincu que ce phénomène, c'est un nouvel indicateur d'une crise de confiance politique, comme il y en a beaucoup d'autres de ces indicateurs. Et que si on veut lutter efficacement contre les fake news, ça nécessite, sur le long terme, un travail de reconquête de la confiance politique. Alors après, c'est un gros chantier. Mais en tout cas, sur la question des fausses informations qui passerait par l'éducation aux médias, on en parlera cet après-midi, mais ça me semble très important. Et c'est pour ça que dans les débats que l'on a en ce moment autour des lois, des nouvelles formes de censure contre les informations en circulation sur Internet, il ne faut pas oublier cet élément qui est que de toute façon, c'est l'expression d'une défiance qui passera par d'autres canaux et qui, avec ces mesures à court terme, il faut aussi y associer des mesures à moyen et long terme. On peut dire que la réponse à ce débat sur faut-il réguler les fake news, elle a été donnée magnifiquement par Camille Desmoulins pendant la Révolution française. Camille Desmoulins, pendant la Révolution française, avait cette expression, il disait « la liberté d'opinion est toujours un problème parce que les fausses opinions se multiplient, mais seule la liberté de l'opinion est le remède à ce défaut de l'opinion. » Et donc, voilà. Bonne conclusion, je pense. Ça se trouve dans le vieux Cordelier numéro 4, Stuart Mill aussi a dit ça. Voilà, je crois qu'on a... la transition se fera naturellement cet après-midi avec l'exposé de Gérald Bronner. Donc, je vous dis à 14h à tous, et merci encore pour nos deux intervenants.